Alors, ces tests, ils ont des inconvénients. Ils ont un énorme inconvénient. Ils sont ennuyeux au possible. Et on s'est rapidement rendu compte, et Rhine s'est rapidement rendu compte aussi, que les sujets, s'ils s'embêtaient, ben, ils avaient des résultats mauvais. D'ailleurs, il y avait un effet de déclin. Même les bons sujets, au début, avaient de bons résultats, et puis au fil du temps, au fil des dizaines de minutes ou des quarts d'heure, hein, les résultats étaient de moins en moins bons. Puis peut-être déjà au bout de quelques minutes, déjà c'était moins bon. Pourquoi? Parce qu'ils s'emmerdaient, pour tout dire. Hein, voilà. Et donc ensuite, il a été inventé d'autres systèmes dans lesquels on introduisait le jeu, la compétition. On mettait deux équipes, et alors là, ça allait déjà beaucoup mieux parce que les gens voulaient gagner, tout simplement. Donc, ils s'ennuyaient plus. Voilà. Donc, ces travaux, à partir de 1927, qui ont été publiés, je ne sais plus quand il a publié à partir des années 30, ses premiers résultats. Donc, ils ont continué. Et quand Puthoff et Targ au Stanford Research Institute se sont trouvés devant le problème, comment faire? Ils ont eu recours aux travaux déjà de Rhine et d'autres en disant bon, on va déjà utiliser ces tests, Kartzener, ces moyens-là. Ils utilisaient des dés aussi, des dés à jouer, etc. Et là, quand quelqu'un va désigner un dé, hein, imaginons que nous avons notre sujet, il va vouloir faire, par exemple, un as. D'accord? Il lance son dé. Est-ce que, s'il dit je vais faire un as, et s'il fait vraiment un as, est-ce que c'est de la précognition ou est-ce que c'est de la télékinésie? Voilà, où est-ce qu'il influence le dé? Est-ce qu'il a influencé le dé? Bon. Alors, il y a eu des travaux qui ont été faits d'ailleurs pendant nombreuses années à Princeton, à l'université de Princeton, par un scientifique qui s'appelait Robert Yann, dans un service qui s'appelait le PEAR, le Princeton Engineering Anomalies Research. C'était justement de travailler sur des anomalies comme ça. Comment l'esprit va-t-il influer sur un processus qui apparemment est absolument imperméable à toute influence spirituelle, de l'esprit, pour ne pas dire spirituelle. Alors c'est une très vieille question. On peut faire un parallèle avec Descartes. Et quand on discute de ces choses-là, nous avons souvent des gens qui vont dire « Moi, je suis cartésien ». Alors, je me suis beaucoup amusé quand j'ai écrit mon dernier livre. J'ai passé beaucoup de temps à la Bibliothèque nationale et j'ai lu beaucoup de textes. Et j'ai découvert chez Descartes une lettre adressée à la princesse Palatine dans laquelle il déclare, je l'ai mise aussi sur mon site parce que ça m'amuse beaucoup, dans laquelle il déclare qu'il a remarqué que lorsqu'il était de bonne humeur, quand il a le cœur gai, comme il dit, les choses lui succèdent beaucoup plus que quand il a des sujets de tristesse. Et il ajoute même, je dis ça à votre Altesse, mais je ne dirai pas ça à tout le monde parce que j'aurais peur d'induire les gens en superstition. Il a tout à fait raison d'ailleurs à cet égard. Et il dit, j'ai de nombreuses expériences qui me confirment ça. Donc déjà, Descartes croyait à la psychokinèse parce qu'il l'avait remarqué. Et comme c'était un homme intelligent, ben, quand il remarque un fait, il l'enregistre. Il dit, c'est comme ça. Bon. Parce que l'attitude de beaucoup de scientifiques qui préfèrent leur théorie, même bancale, plutôt que de reconnaître des faits qui les dérangent, c'est pas une attitude intelligente, tous scientifiques qu'ils sont. Et donc, voilà, que les gens n'invoquent plus le patronage et l'autorité morale de Descartes quand ils viennent nous contredire dans le domaine de la parapsychologie. Descartes était déjà un pionnier de la parapsychologie.
Alors, pour en revenir finalement aux différentes expériences que met en place le SRI au début, donc ils mettent en place donc les cartes Zener, ils voient que ça emmerde, excusez-moi du terme, Oui. celles Et donc qui c'est se pas prêtent, efficace. c'est pas efficace. Donc qu'est-ce qu'ils mettent en place, en plus d'aider, en plus de faire cet esprit de compétition, histoire de maintenir un intérêt pour la chose, qu'est-ce qu'ils Alors, arrivent à mettre en place? il y avait quelque chose qui a été beaucoup utilisé. Je me souviens plus comment ils appelaient ça. Euh, ils avaient donc deux sujets. Le principal, c'est celui qui allait devoir deviner, et un autre qui était en quelque sorte comme un émetteur télépathique. Alors, le sujet restait au laboratoire, et l'émetteur partait quelque part où il allait se trouver et rester pendant une demi-heure à une heure donnée. On disait par exemple à 15 heures, cette personne sera sur l'objectif entre 15 heures et 15h30. Pendant ce temps-là, vous devez deviner où il est. Alors, pour éviter qu'il y ait communication télépathique, euh, ou pour au moins en éviter les possibilités, en limiter les possibilités, le sujet euh, était mis, euh, comment dire, il était isolé évidemment de celui qui allait être la cible, le beacon, comme il disait, et celui-ci ne savait même pas avant de partir où il allait aller. Donc ils avaient préalablement mis sous enveloppe un certain nombre de cibles, sous enveloppe scellée. Ils avaient beaucoup de formalisme. L'endroit où ils devaient se déplacer. Or, c'était dans la région de Stanford, évidemment, 20 ou 30 km de Stanford. Or, c'était des endroits qui étaient un peu remarquables. C'était un bâtiment quelconque, enfin bref. Et donc, le sujet ouvrait l'enveloppe quand il était dans la voiture et disait: Ah, je vais à je sais pas, la tour Hoover, par exemple, et hop, il allait donc à l'endroit, ou dans tel supermarché, ou dans tel autre endroit. Une fois arrivé sur place, il restait et regardait pendant une demi-heure le paysage. On peut supposer qu'il essayait par la pensée de le communiquer au récepteur. Et pendant ce temps-là, le récepteur s'était concentré et il notait ses impressions. Alors, euh, ici, j'ai, malheureusement, je ne peux pas montrer tout ça, mais j'ai dans ce livre-là un certain nombre d'exemples on peut pas les voir, bon, un certain nombre d'exemples, d'accord, c'est trop petit. On voit ici qu'il y a bon, il y a un dessin, une photo. Enfin bref, j'ai du mal à me cibler. Oui. Ah, je me mets là. Bon, Mais de voilà. toute façon, ça reste trop petit Ouais, c'est trop petit, pour voilà. les... Bon, il y a un dessin, une photo. Ça, c'est le livre de Wes. Joseph McMonigal. Voilà, je voulais le montrer. Là, la caméra est sur moi. Eh Mais ben, vous pouvez noter, parce que c'est un livre en anglais, Remote Viewing Remote Secrets. Viewing Secret. Ah, aucun de ces livres n'est traduit en français. Le seul qui a été traduit, c'est celui de Schnabel, que vous avez vu. Mais tous ces livres-là, les 5 de McMonigal, celui de Morehouse, celui de Atwater, de, de Delgraph, etc., ne sont pas traduits. Les Français ne trouvent pas ça intéressant, je suppose. Bon, et donc, les sujets qui étaient réceptifs, si vous voulez, faisaient le dessin de ce qu'ils percevaient. Et dans beaucoup de cas, c'était extrêmement précis. Et s'ajoutait à ça des odeurs ou des bruits. J'entends ci, j'entends ça, il y a telle odeur. Voilà. Euh, et là, euh, donc les résultats étaient généralement bons, mais il y avait des erreurs. Et alors, ce qui était intéressant, c'est que ces erreurs, du moins dans un certain nombre de cas, peut-être dans tous, mais au moins dans un certain nombre de cas, n'en étaient pas. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Le sujet était censé voir ce qui se passait au moment précis où il était en concentration. Mais dans le fond, en fait, il voyait parfois un autre temps. Je donne un exemple. McMonigal
raconte que lors d'une de ses expériences, le Beacon était allé sur une vieille gare et lui décrit un immeuble neuf. On dit, ah, erreur, c'est trompé. Bon. Et comme il était dans la région, un jour, quelques années, 2 ou 3 ans après, il passe à l'endroit et il découvre que ce n'était plus la gare, c'était l'immeuble qu'il avait vu. Mais quand il l'avait vu, il n'existait pas encore. Donc il avait vu le futur en croyant voir le présent. Et ça, c'est une constante. Il y a une très grande difficulté, pas toujours, mais il y a souvent une difficulté à situer l'événement. Est-ce qu'il est dans le présent, dans le passé, dans le futur? Alors, qu'est-ce que veut dire remote viewer ou remote viewing? Oui, remote, c'est à distance, loin, et viewing, c'est voir à distance. Alors, pourquoi ils n'ont pas appelé ça directement clairvoyance, par exemple? Parce que ça faisait pas chic. Déjà que à Washington et dans les différentes instances qui contrôlaient les dépenses, il y avait beaucoup de gens qui disaient qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ces dépenses des millions de dollars? C'est une sorte de fou. Il y avait toujours les sceptiques. Et on sait que chez les sceptiques, il y a des gens qui sont obstinés, qui n'essayent pas de comprendre, d'ailleurs, qui disent c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Point. Donc pour certains, c'était faux, et c'était pour eux scandaleux de jeter de l'argent par les fenêtres comme ça. Donc comme ils se sentaient évidemment surveillés, attendus au coin du bois, ils en rajoutaient, c'est un peu comme Freud tout à l'heure, hein, qui en rajoutait en respectabilité, eux aussi en rajoutaient. Alors, ils employaient des termes comme controlled remote viewing, vision à distance contrôlée, associative remote viewing, qui est une technique très intéressante d'ailleurs, l'associative remote viewing, etc., etc. Ou alors coordinate remote viewing, où là, ils utilisaient les coordonnées géographiques, la latitude et la longitude, mais jusqu'à la seconde près, hein. Voilà, qui était aussi efficace. Voilà. Alors en 1977, il y a la SED qui n'est plus rattachée à l'INSCOM, mais au bureau de l'AXI. Et le chef d'état-major adjoint chargé du renseignement est représenté par le major général Edmund Thompson. Alors j'aimerais que vous nous parliez un peu de ce général, Edmund Thompson, qui a été très important pour soutenir en tout cas les différents projets que pouvait faire Atwater par exemple au sein de Forming. Oui, tout à fait. Alors Thompson est l'un de ceux qui ont expérimenté eux-mêmes, parce que le meilleur moyen de se convaincre, c'est d'expérimenter, c'est de voir, c'est d'essayer. Toujours. Il ne faut pas en rester au discours, ça ne sert à rien. Là, nous sommes dans un domaine qui est, j'allais dire, un art d'exécution. On dit que la guerre est un art d'exécution, on dit ça de beaucoup de choses, la bourse aussi, la gestion boursière, c'était mon métier. Donc les théories ne valent pas grand-chose, il faut s'en méfier. Donc là, c'est pareil. Laissons les théories, on essaye. Et Thompson avait essayé. Et dans ce livre, dans le livre de Schnabel, on rapporte que il avait essayé, je ne me souviens plus des détails, et il avait perçu, alors c'était une photo, alors ça c'était aussi une variante du test que je vous décrivais. Là, au lieu d'envoyer quelqu'un sur un lieu, on mettait une photo du lieu dans une enveloppe, l'enveloppe était fermée, puis on disait, dans cette enveloppe-là, qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Et donc il fait cette expérience-là, si ma mémoire est bonne, et il décrit un lieu avec une étendue d'eau, qui décrit comme une piscine, je crois, enfin bref, il décrit le lieu, qui ressemblait pas tellement dans sa description à la photo. Ça ressemblait un peu, mais pas tellement. Et quelques temps après, il était à Washington, donc il prend l'avion pour aller quelque part, et l'avion survole Washington, et par le hublot, il voit le lieu, c'était un lieu de Washington, mais il le voit en hauteur, et cette fois, il le reconnaît bien. Parce que quand il l'avait vu, et ça c'est une constante aussi, il n'avait pas vu la photo,
Il avait vu le lieu, mais vu en hauteur, ce qui change complètement la perspective. Voyez-vous? Et là, il se dit, ah ben ça y est, c'est ce que j'ai vu. J'ai bien vu ce qui était sur la photo, mais je ne l'ai pas vu de l'endroit où la photo a été prise, je l'ai vu d'en haut. Voyez-vous? Voilà un exemple d'une expérience faite par donc un général en l'occurrence, qui lui montre la réalité de ses perceptions, puisque lui-même l'a perçu. Donc en 1970, il y a des résultats préliminaires qui ont été faits, à un haut degré d'intérêt, pourrait-on dire. Ouais. Donc au point que le général Thompson, ainsi que des éminences du Pentagone et de la CIA, décident de créer le fameux projet Green Flame, considéré comme une équipe d'espionnage offensive. Alors qu'est-ce que pouvaient faire ces hommes et ces femmes au sein de ce service? Alors, différents exemples. Alors déjà d'une part, chacun des remote viewers ne se connaissait pas par leur véritable nom. Ils avaient des numéros, en tout cas au tout début. Ah, au début, parce qu'après ils travaillaient ensemble, ils se connaissaient. Et au-delà de ça, donc ils pouvaient par exemple lire dans une personne, y rechercher une information, ou voir son passé, même des fois fouiller son inconscient. On pouvait aussi prévoir un événement, ou encore anticiper des avancements technologiques, comme le bombardier B-2 par exemple, ou les sous-marins russes. Et McMonigle, lui, captait des rayonnements de fréquences radio. Oui, et il voyait même les éléments radioactifs de couleur verte. C'est vert. Et il a appris ensuite par l'expérience que ce qu'il voyait vert, c'était de la radioactivité. Voilà. À un moment, il est mis sur une observation, c'était une bombe atomique chinoise qu'il devait observer, donc il l'observe, et il la voit verte, effectivement. Il a décrit comme ça. Voilà. Et il voyait aussi les ondes électromagnétiques. Et dans un cas, je crois que c'est rapporté, oui, c'était McMonigle, je ne sais plus, parce que j'ai lu beaucoup de livres, je ne sais plus ce qui était de l'un ou de l'autre. Alors, un exemple donc, les Américains avaient des soupçons quant à des fuites venant d'une de leurs ambassades, à l'étranger évidemment, et ils demandent donc aux différents... Alors, parfois, la même mission était, et souvent d'ailleurs, plus que parfois, la même mission était confiée à plusieurs remote viewers. Parce qu'ils n'avaient pas les mêmes perceptions. Certains étaient plus doués pour voir, d'autres pour sentir, d'autres pour entendre, pour écouter. Vous voyez? Et donc, c'était proposé, donné à plusieurs... par exemple, Atwater, qui était l'un des dirigeants à Fort Meade, qui était le dirigeant opérationnel, Atwater dirigeait, lui, les sessions. Et donc c'est lui qui donnait les différentes missions aux uns et aux autres et qui faisait ensuite la synthèse. Et donc je me souviens que, je crois que c'était McMonigle, donc se branche sur cette ambassade et il voit en effet comme une sorte de rayon qui va de l'ambassade à un appartement situé en face. Et il se branche sur l'appartement d'en face, et il y a des gens qui observent, qui sont là, qui captent. Voilà. Et puis, en continuant donc à observer, il perçoit un autre appartement plus loin, qui lui aussi observe. Et il s'avère donc que l'un des deux appartements c'était des Russes ou je ne sais quoi, enfin, je ne sais plus si c'était en Russie ou ailleurs, hein, dans un pays quelconque. Et par contre, la deuxième équipe, c'était des gens du contre-espionnage américain, qui se mettaient en position d'espionner. C'est le meilleur moyen de savoir si on peut percer des défenses. C'est dire, on va essayer de le faire. Voilà. Et là, effectivement, il aurait vu, il raconte qu'il voit le rayonnement électromagnétique. Voilà.
c'était votre question, là. Oui, oui, tout à fait. Donc, certains étaient doués pour effectivement avoir une vision très nette de la perspective, d'autres pour dessiner des installations techniques. Et il y en a un particulièrement, une chose qui était extraordinaire et qui était très recherchée, c'est de pouvoir voir les nombres, les dates. Ah oui, c'était... Alors, encore une fois, c'est très difficile, puisqu'on a vu que c'est dans l'hémisphère gauche. Ce qui fait, et d'ailleurs, c'est pourquoi ils ont créé, on en parlera tout à l'heure, l'associative remote viewing, c'est parce que, enfin on verra pourquoi. Donc, si on pose la question à un sujet qui est dans son hémisphère droit, si on lui pose une question qui nécessite, pour y répondre, qu'il ait recours aux chiffres, eh bien, il va passer de l'hémisphère droit à l'hémisphère gauche, sans s'en apercevoir d'ailleurs, inconsciemment. Hein. Mais il va, ce faisant, se couper des informations, généralement, très généralement, se couper des informations de l'hémisphère droit. Le droit, l'intuition. Il s'est mis dans un état de conscience modifié et il a endormi en quelque sorte son hémisphère gauche, rationnel, analytique. D'accord ? On vient lui poser une question qui nécessite des chiffres et il repasse dans le gauche. Voilà. Ah, il y en avait un rare, qui n'était pas de Price, vous vous souvenez, qui était cet ancien équivalent des commissaires de police, shérif peut-être, je ne sais trop quoi, à la retraite, et qui lui était capable de donner des chiffres et de lire, qui revient au même, c'est les mêmes fonctions, hein, c'est les fonctions de l'hémisphère gauche. Très généralement, on ne peut pas le faire. Même quelqu'un comme Ingo Swann, dont on va parler, qui était tout à l'heure, assez extraordinaire, tout à fait bizarre extraordinaire, même. bon, caractériel mais extraordinaire. Ingo Swann, quand il voyait des chiffres, il voyait leur forme, mais il ne les reconnaissait pas comme des chiffres. Vous voyez ? Parce qu'il restait dans son hémisphère droit, heureusement. Alors que Pat Price, lui, était capable de lire les chiffres sans quitter son hémisphère droit. Mais il n'a pas fait longtemps de service puisqu'il est mort d'une crise cardiaque. Puis il était déjà âgé, il était à la retraite. En plus. Voilà, et oui, il a fait une crise cardiaque, alors certains ont voulu voir quelque chose de mystérieux là-dedans. Je crois que là, ils exagèrent. Il avait 55-60 ans, il fumait 50 cigarettes par jour, il mangeait beaucoup, il buvait. La crise cardiaque, ça lui pendait au nez, hein. Alors c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on pourrait se dire, mais finalement pour ceux et celles qui ont développé de grandes capacités psy telles que Pat Price, Ouais. est-ce qu'ils étaient des ascètes? Est-ce qu'ils fumaient? Est-ce qu'ils buvaient? Ou au contraire, est-ce qu'ils étaient très sains de corps, entre guillemets, et d'esprit? Et là, pas du tout. Bah oui, oui, on constate ça. Alors c'est vrai que on se dit, et ce qui est vrai d'ailleurs, il y a un lien entre une certaine ascèse et les capacités psy. Moi-même, quand je jeûne, quand il m'arrive de jeûner, moi je suis végétarien. Je suis même, alors plus que végétarien, je suis quasi végétalien. C'est-à-dire que je ne mange pas d'œufs, voilà, pas de beurre, je ne bois pas de lait, bref. Et il m'est arrivé de jeûner 5 jours maximum. C'est déjà beaucoup pour moi. Vous connaissez, il y a des gens qui... Il y a une Australienne, là, vous la connaissez peut-être de nom. Oui, Vous l'avez peut-être reçue. Non mais oui, nous l'avons reçu à l'antenne, mais ça va me revenir durant l'émission là. Elle se fait appeler Jasmine. Jasmine. Bon, je l'ai rencontrée, bon, enfin bref. Moi, je n'ai pas été très convaincu, mais je suis un vieux sceptique. Hein. Je fais de la parapsychologie scientifique. Bon, donc je veux vérifier. J'étais sceptique quant à elle. Enfin bref, revenons à ce qui favorise l'effet psy. Alors je peux vous dire que quand je suis en état de jeûne, je vois les effets du prana. Vous savez, les effets du prana, on les voit bien. On les voit bien, tout le monde peut les voir, il suffit de regarder, sur un ciel, disons un ciel bleu. Hein. Un ciel gris, ciel bleu, ciel gris. Pas trop gris, mais hein, si on se
branche, c'est-à-dire si on fixe son regard en le réglant non pas sur les nuages, c'est pas ce qu'on regarde, mais sur l'infini, comme avec un objectif d'appareil photo, hein, qu'on va régler sur l'infini, si on se place comme ça, on va voir, hein, vous essayerez si vous ne l'avez pas fait, vous allez voir grouiller, hein, je ne vous décris pas quoi, mais bon, vous allez voir grouiller, euh, ce qu'on considère comme étant l'un des effets du prana. Le prana étant l'énergie de base, si vous voulez, la particule de base que la physique n'a pas encore mise en évidence, euh, voilà, et qui serait à la base de tout ce qui est la matière. Et eh bien, ce prana, je le vois même autour de moi dans une pièce. C'est pas le cas en ce moment. Je ne le vois pas. Mais si j'étais en jeûne, je suis en jeûne que depuis ce matin. Enfin, j'ai mangé ce matin, vous voyez. Donc, mais au bout de 2-3 jours de jeûne, on voit très bien. Alors, pour ce qui favorise éventuellement la possibilité de définir qu'un individu sera un excellent clairvoyant, un très bon remote viewer, il y a peut-être une caractéristique, c'est que chacun a une sensibilité entre guillemets plus ou moins artistique, aime certaines choses, est très heureux ou épanoui dans sa vie en général. Oui, oui, et alors? Oui, non, enfin Quelle est pour votre question là? non, mais il n'y a pas de question. Je voulais savoir votre point de vue justement sur ce fait-là, à savoir qu'on a noté que ceux et celles qui arrivaient à percevoir, à faciliter ces états de conscience modifiés, avaient des dons ou des talents artistiques d'une manière générale, encore une fois, hein. Il y a des Oui, exceptions, mais d'une manière oui. générale. C'est vrai que le bon sujet psy, sujet n'est pas un terme réducteur, c'est celui qu'on emploie en psychologie, euh, est quelqu'un qui est plus un visuel. On parlait de Wolf Messing. Wolf Messing disait que il avait beaucoup plus de facilité à se brancher pour faire en télépathie sur un sourd-muet. Parce que le sourd-muet, comme il est sourd, il n'utilise pas le langage. On sait bien qu'un sourd-muet n'est pas muet. C'est simplement quelqu'un qui, n'entendant pas le langage, ne peut pas l'apprendre. Et donc, il ne parle pas. Bon, bref. Alors maintenant, les orthophonistes parviennent à apprendre. Mais bon, bref. Donc, quelqu'un qui n'a pas appris le langage, qui est vierge de ça, est plus dans l'image. Et donc, il avait plus de facilité à entrer en contact avec un sourd-muet parce que son cerveau n'était pas occupé par le langage, mais plus par des images. Alors notamment le fameux Ingo Swann, qui lui était un artiste d'une manière générale, même s'il a travaillé pour le SRI, pour l'armée, il a eu l'occasion de se faire connaître comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'il arrive au SRI avec Al Puthoff, il est soumis à certaines expériences, comme par exemple sur un magnétomètre, où il cherche à prouver l'existence des quartz sous le contrôle de Puthoff. Oui, d'influer effectivement sur un matériel. Là, je ne sais pas de quoi il s'agissait. Oui, peut-être les quarks qui sont les particules qui sont les composants des nucléons, les nucléons étant les composants des protons et des neutrons, qui sont eux-mêmes les composants du noyau de l'atome. Euh, alors les quarks, c'est dire que les quarks c'est extrêmement petit, hein. Voilà. Et leur mise en évidence est extrêmement difficile, problématique, hein. C'est assez récemment, il y a quelques dizaines d'années, que Murray Gell-Mann, qui est un physicien qui a eu le prix Nobel pour ça d'ailleurs, a mis en évidence l'existence des quarks. Donc, alors oui, il s'agissait, je crois, de modifier, d'interférer avec le fonctionnement d'un appareil. Ouais. Alors là-dessus, si vous pouviez nous parler un petit peu de qui est Ingo Swann, qui a une personnalité très atypique, hein, au point qu'il va vraiment se prendre très à cœur dans cette expérience au sein du SRI. Il va devenir ce que ceux et celles qui vont apprendre via sa Ouais. personne, le Ingo Kenobi, Obi-Wan Kenobi, faisant référence à Star Wars. Ils se voyaient un petit peu tous comme des chevaliers de Jedi d'une certaine manière, hein. Oui, oui, effectivement. Alors, il y avait des aspects qui ont d'ailleurs contribué à discréditer un peu ce programme euh, parce que
encore une fois, pour un observateur extérieur, ça paraissait peu sérieux. Alors Ingo Swann avait l'âme artiste. C'était aussi un peintre, ses moments perdus, et qui était un type très caractériel, contrairement à beaucoup d'autres. C'est quelqu'un qui avait un égo très développé aussi, très très développé. Et ce qui était sûrement un obstacle à sa capacité psy. On a laissé un peu tomber le sujet qu'on avait abordé tout à l'heure, les civilisations primitives, dans lesquelles le psy était quelque chose de courant, constant, permanent, et qui s'accompagnait, je ne dirais pas d'une absence d'ego, mais on va laisser Swann, si vous voulez, pour un moment, on va y revenir. Euh, je voudrais citer une américaine qui s'appelle Marlo Morgan, qui a vécu pendant quelque temps avec une tribu d'aborigènes australiens. Alors c'était une tribu d'abos, mais qui vivait vraiment comme les abos d'il y a 50 000 ans, hein. Totalement coupés du monde australien moderne, hein, ne vivant absolument pas des subsides de l'État, ni rien du tout. Ils vivaient presque nus et parcouraient la brousse. Ils vivaient dans la brousse, ils dormaient à la belle étoile en permanence. Ils n'avaient pas de lieu autre que la brousse. Et donc c'était un petit groupe qui en plus ne se reproduisait plus. Ils avaient décidé de ne pas se reproduire, de ne plus avoir d'enfants. Et donc ils s'éteindraient un jour par manière naturelle. Et dans ce groupe, donc elle raconte qu'elle elle est conduite peu à peu par ce groupe à fonctionner comme eux. Et elle donne un exemple. Il n'avait aucune réserve, il avait enfin quelques réserves, un tout petit peu d'eau, peu de choses, très 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 peu de choses. Une réserve pour 2-3 repas, mais sinon ils n'avaient rien. Donc il fallait qu'ils trouvent à manger. Tous les matins quand ils se levaient, il fallait qu'ils trouvent à manger. Et ils étaient dans le bush, c'est-à-dire un endroit désertique, ou quasi désertique. Pour nous, Européens, on dit mais il n'y a rien à manger là-dedans. Mais ils arrivaient à trouver. Et en particulier, il fallait trouver de l'eau. Et au bout de quelques mois, ils lui disent eh bien aujourd'hui, c'est toi qui vas mener le groupe. Voilà, qui va trouver en particulier de l'eau. Mais elle dit mais non, je suis incapable de trouver de l'eau. Où est-ce que j'en trouve? Il n'y a pas de rivière, il n'y a rien. Bon. Et ils disent c'est comme ça. Et donc, ils partent. Le soleil commence à taper, la journée passe, elle ne trouve pas d'eau. Elle leur dit, mais arrêtez, on va tous mourir de soif. Bon, je ne peux pas trouver de l'eau, je ne sais pas. Bon, la journée se passe, ils ne trouvent pas d'eau. Passe la nuit, le lendemain, ils continuent. Elle leur dit, mais non, arrêtez. Ils ne veulent rien entendre. On continue. Personne ne boit, hein. Comme ils ne trouvent rien, personne ne boit. Bon. Et dans le deuxième jour, vraiment... elle dit, on va tous mourir si vous continuez. Et elle dit, à un moment, elle entend, dans son esprit, elle entend prendre le caillou. Et elle se souvient qu'il lui avait donné un caillou. Et prendre le caillou et le mettre dans la bouche. Donc elle prend un caillou qu'il lui avait donné, et un caillou lisse, comme ça, et elle le met dans sa bouche. Et elle découvre que ça suscite un tout petit peu d'émission de salive. Tout petit peu. Donc déjà, elle fait l'expérience de la télépathie. Parce que, et elle le découvre peu à peu, pour communiquer ordinairement, ils ne parlent pas. Ils communiquent par télépathie. Quand ils parlent, c'est pour chanter, c'est pour faire des choses qui ne sont pas de la communication. Voilà. Et d'ailleurs, elle analyse, après, mais je termine avec sa recherche d'eau. Donc, la journée avance et il n'y a pas d'eau, toujours pas d'eau. Et à un moment, elle entend, elle lui dit, il faut que tu sois l'eau, que ton esprit devienne l'eau, que tu te sens toi-même eau, que tu aies la couleur, la consistance. Enfin, je fais des phrases, mais ça doit être beaucoup plus court. Elle comprend qu'elle doit être eau elle-même.
Et elle le fait, et elle finit, je ne sais plus si c'est le deuxième jour, enfin, elle finit par trouver de l'eau. C'est-à-dire qu'elle perçoit un endroit, et elle y va, et trouve dans un rocher, le creux d'un rocher, il y a un reste d'eau là qui date d'une pluie quelques jours auparavant. Voilà. Et donc elle est construite comme ça, hein, par l'expérience, à découvrir comment il fonctionne. Voilà. Et même chose pour la télépathie, à distance. Un moment, et télépathie avec les animaux. Un moment, elle dit, le matin, en se levant, l'un des membres du groupe dont le totem était, je ne sais plus, un tel oiseau, dit on va avoir un oiseau, enfin, il dit on va aller chasser un oiseau. Je ne veux pas interpréter les termes, c'est pour ça qu'ils sont été adaptés. C'est pas chasser un oiseau, c'est que le déva des oiseaux va leur donner un oiseau pour manger. Vous voyez ? Et effectivement, des oiseaux arrivent vers eux. Et les oiseaux se laissent prendre. Ils arrivent très près, ils peuvent les tuer. Ils ne sont pas végétariens, mais de toute façon, ils ne peuvent pas. Ils sont dans l'impossibilité de l'être. Donc, ils sont en communication avec la nature et ils vont demander ça. À un moment, ils vont aussi communiquer avec un kangourou. Et l'un va partir chercher, tuer un kangourou. Mais ils le font avec le respect, en demandant au déva. Alors qu'est-ce que c'est le déva ? Selon la tradition orientale, indienne en particulier, le déva c'est l'âme groupe. On évoquait tout à l'heure Rupert Sheldrake. Rupert Sheldrake et la théorie des champs morphogénétiques. On va dire, nos auditeurs vont dire, bah, ils mélangent tout. Bah, on mélange beaucoup de choses, on va vous accrocher. On va peut-être vous faire faites pas une pause musicale, là, parce qu'ils auront peut-être besoin de s'arrêter. Oui, non, on va faire une petite respiration, je vous laisse terminer. Oui. Quand vous voulez. Donc, les champs morphogénétiques, qu'est-ce que c'est ? Bah, c'est selon la théorie, une espèce de banque de données interactive auquel tous les membres d'une espèce accéderaient, apportant leurs expériences et prenant en retour les expériences des autres. Voilà. Eh bien, le déva, l'âme groupe, c'est en fait, ça ressemble à ça. Sauf que dans la théorie biologique occidentale des champs morphogénétiques, il s'agit d'une banque de données, donc elle n'a pas d'âme. Alors que dans la tradition orientale, le déva est une âme groupe, elle a une âme. Elle a un esprit, on peut communiquer. Elle a les mêmes fonctions que la banque de données, mais l'âme en plus. Voilà. Et on peut lui demander, comme faisaient sûrement les chasseurs préhistoriques, demander de nous donner, parce qu'on en a besoin, pour nous nourrir, de nous donner un animal. Rappelez le titre du livre en question, sur cette femme dans le bush. De Marlowe Morgan, ça s'appelle... Message des hommes vrais. C'est ça, exactement. Oui, parce qu'ils se disent, eux, étant les hommes vrais, les autres étant des, je dirais pas des sous-hommes, mais enfin des hommes qui n'ont pas compris ce qu'est réellement le monde. Et j'invite pour ceux et celles qui ne l'ont pas lu ce livre de le faire. Oui, je les invite à le faire, il est extraordinaire. Au point qu'on voit aussi chez ces aborigènes, ces hommes du bush, qu'ils ont un pouvoir de l'esprit qui est incroyable, au point que je me rappelle d'un épisode où l'un d'entre eux se casse un membre. Oui, c'est ça, exactement. Et grâce à la pensée, reconstitue l'os en l'espace d'une après-midi, une journée. C'est ça, le lendemain, il est pratiquement guéri. Alors que l'os était brisé, un morceau de l'os sortait de la cuisse, avec la médecine, la chirurgie occidentale, c'était un mois et quelques de plâtre, plus des mois de rééducation. Hein. Voilà. Et là, le lendemain, il marchait. C'est vrai que c'est assez incroyable de voir à quel point finalement ces hommes sont en liaison constante avec la nature et puis avec eux-mêmes, leur être profond. Et ce que disait Marlowe Morgan, d'ailleurs c'est très juste, et ça nous ramène d'ailleurs aux conditions dans lesquelles on peut avoir des perceptions, c'est qu'ils n'avaient rien à se cacher. Rien. Ils vivaient nus, ils se connaissaient tous parce que c'était les enfants, les grands-parents, c'était tous en famille. Ils n'avaient pas d'argent, ils possédaient rien, personne ne possédait rien. Ils n'avaient rien à se cacher du tout. Nous, on a tous des tas de choses à se cacher. On a notre compte en banque, on a des vêtements pour cacher notre corps, on a 1000 choses qu'on ne dit pas les uns aux autres, etc., etc. Eh bien, eux, non, ils n'avaient rien
ne se cachait rigoureusement rien, ce qui fait qu'il pouvait communiquer sans obstacle. Et c'est aux éditions en poche, je crois, aux éditions C'est en Aventures poche. Secrètes. Oui, oui, exactement. Oui, oui, c'est en poche aussi. Oui. Alors, pour en revenir un petit peu à Igo Swan, qui est quand même assez atypique comme personnalité, qui a un ego assez développé, certes, mais c'est quand C'était même... un obstacle. Vous voyez, on a fait le détour par l'expérience Marlowe Morgan et les aborigènes. Il y avait cet obstacle chez Ingo Swann. C'était cet ego hyper développé. Mais il a mis quand même en place le protocole des RV, qui était très pointu, et puis notamment ces fameuses coordonnées géographiques, latitude, longitude, qui a permis une avancée vraiment significative. Mais souvenez-vous, les coordonnées, c'était pas Ingo Swann, c'était Pat Price, c'était surtout Pat Price, si je me souviens bien, qui était capable de faire ça. En fait, Ingo Swann, les protocoles qu'il a mis en place, c'est ce qu'on disait au tout début, les protocoles qu'on a mis en place, les gens sont aperçus qu'ils ne permettaient pas d'améliorer véritablement les performances. Hein. Ce que je vous disais, hein. Au début du programme ou à la fin, 20 ou 30 ans après, c'était pareil. Il fallait avoir de bons sujets, c'est tout. Les techniques ne servaient pas à grand-chose. Donc l'homme ou la femme, je dirais, adéquate. Bah oui. Les techniques, ne servent pas à grand-chose. Elles servent un peu quand même, faut pas dire qu'elles servent à rien. Mais c'est d'une importance très très limitée. Contrairement à ce qu'ils imaginaient. Et effectivement, il était devenu, comme vous le disiez, une espèce de petit pape d'une approche pseudo-scientifique de la vision à distance. Je dis pseudo-scientifique parce que elle n'était pas... malheureusement, elle n'était pas... C'est un phénomène qui nous échappe. On ne sait pas pourquoi un a des capacités, pourquoi l'autre n'en a pas. Et pour le savoir, il faudrait remonter dans les vies antérieures. Ça, c'est votre point de vue. C'est le seul qu'on puisse avoir. Bon, pourquoi? Parce que comment voulez-vous... alors ça, c'est une autre... Là, on ouvrirait un autre chapitre. Oui, mais... On a deux hypothèses. Pas trois, deux. Incarnation unique, incarnation multiple. Et c'est ce que je fais quand je fais une conférence. Je fais un tableau et je dis, voilà, il m'arrive d'avoir un sceptique, je lui dis, voilà, on fait un tableau avec deux colonnes. Colonne incarnation unique, colonne incarnation multiple. Moi, je vais remplir la colonne des incarnations multiples, vous allez remplir la colonne des incarnations de l'incarnation unique. Voilà. Alors, ils sont bien embêtés, il n'y a rien à mettre. Bah, y a juste celle qui est ici maintenant. Comment? Il y a juste à mettre la sienne, celle ici et maintenant, dans le cas de l'incarnation unique. Ah, non, je veux dire des éléments qui viennent accréditer l'hypothèse de. Ah, d'accord. Voilà. Donc, on peut diviser ça, ce que je fais, en éléments, disons, d'ordre scientifique, éléments traditionnels et, disons, éléments de bon sens. Alors, je peux vous dire que quand on remplit ça, je remplis complètement et largement ma colonne des éléments qui viennent à l'appui de l'incarnation, des incarnations multiples, et ils n'ont rien à mettre, pratiquement rien, dans la colonne de l'incarnation unique. Donc, je peux vous dire, et ceci de manière scientifique, rationnelle, hein, que l'hypothèse des incarnations multiples est la plus cohérente, la plus logique, la plus rationnelle, voilà. Et que l'hypothèse de l'incarnation unique n'est pas rationnelle du tout. Elle est incohérente et elle n'est étayée par rien. Alors, des petits biscuits, pourquoi est-ce que la réincarnation est-elle logique, d'après vous? Quels sont les éléments qui permettraient de justifier que la réincarnation existe? D'accord, on peut commencer par les éléments de logique. Les éléments de logique sont les suivants. D'abord, il y a, disons, l'élément d'ordre éthique. Chacun voit évidemment que les humains naissent non pas égaux, mais parfaitement inégaux, en situation, en conditions physiques, et que, à moins d'admettre que le grand architecte de l'univers soit un sadique, ou quelqu'un qui n'a pas la moindre... comment dire, pas le moindre sens de la justice, on ne voit pas comment quelqu'un qui naît
de rien, qui est une création à l'instant de la naissance ou quelques mois avant, peu importe. Comment on pourrait justifier que l'un naisse en Occident, dans une famille riche, avec un corps en parfait état, et l'autre naisse dans un slum de Bombay, pour faire bon poids avec une maladie ou une malformation. J'en ai vu, évidemment. J'ai fait un reportage il y a 13 ans sur un slum, un reportage qui est passé en télévision en France. Je peux vous dire que j'ai vu des choses horribles. Alors, pourquoi? Quelle serait la justification de ça? Avec l'incarnation unique, il n'y a aucune justification, pas la moindre. Avec l'incarnation, les incarnations multiples, il y a une justification. Voilà un exemple. On peut parler des surdoués. Pourquoi quelqu'un comme Mozart, par exemple, composait ses premiers morceaux à 4 ans, je crois, enfin, je ne me souviens plus. Bon, pourquoi y a-t-il des gens qui ont des dons si extraordinaires? Là encore, c'est une question on peut se poser et qui n'a pas de réponse si on est dans l'incarnation unique. Il y a les marques de naissance. Les marques de naissance sur le corps, y compris les malformations. Là encore, pas de réponse aux marques de naissance, alors qu'on en a avec les études, qu'on en a même avec les études de psychologie, avec celle par exemple du professeur Ian Stevenson. Vous avez entendu parler de Stevenson? 20K, son livre. Qui est mort il y a quelques années. Il y a 3 livres qui ont été publiés, dans le dernier qui s'appelle Réincarnation et biologie. Il y a un grand nombre de photos de marques de naissance qui sont en lien avec, on a ça sur mon site aussi, sur arcalliance.org, donc il y a quelques photos. Il y a des photos qui sont tout à fait remarquables. Alors, exemple? Alors il ne s'agit pas de névus, une tache de vin, ça peut ne représente rien en particulier. Là, il y a par exemple une Africaine qui a autour de la tête, une jeune africaine, une Igbo du Nigeria, une cicatrice, enfin ça ressemble à une cicatrice, à peu près 2 cm de hauteur tout autour de la tête, et qui raconte, ce sont les enfants toujours qui racontent leur vie antérieure, qui d'ailleurs pourraient le savoir, sinon eux. Ce sont les enfants donc, qui viennent à raconter ces vies, et elle a raconté une vie d'un autre Africain, qui était un homme, mais à plusieurs milliers de kilomètres de là, au Congo, qui avait reçu dans une bagarre un coup de gourdin sur la tête, qui avait enfoncé la boîte crânienne, et à l'hôpital, ils avaient ouvert la boîte crânienne pour essayer de remettre la boîte crânienne en forme. Et il était mort sur ces entrefaites. Donc c'est souvent la blessure ultime. Donc voilà un cas. Et un deuxième cas, je parle de ceux que j'ai mis sur mon site parce que je les ai en mémoire. C'est un Turc qui est né avec une oreille atrophiée, l'oreille droite je crois, et qui racontait que dans sa vie antérieure, il avait été tué d'un coup de fusil de ce côté-là de la tête. Et lui avait reconnu son assassin qui habitait le même village. Dans cette villa. Voilà, dans cette villa, dans la vie du jeune garçon à l'oreille atrophiée. Et l'autre l'avait tué, mais sans le vouloir, parce qu'il avait cru que c'était un lapin. L'un était couché dans l'herbe, et l'autre l'avait pris pour un lapin, il l'avait tiré, voilà. Mais il ne s'était pas fait connaître. Après, à cet aperçu qu'il avait tué son voisin, il ne s'était pas fait connaître. Voilà. Encore faut-il s'en souvenir. Ouais. Voilà. Alors, il y a aussi des cicatrices, si vous voulez, ou des marques qui sont très caractéristiques. Ce genre de cicatrices qui ne s'imitent pas. Ou alors, il faudrait vraiment quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est des gens qui avaient été tués dans leur vie passée par des balles de fusil de guerre. Une balle de fusil de guerre a une caractéristique qui est constante, c'est qu'à l'entrée dans le corps, elle fait un petit trou, mais à la sortie, elle en fait un gros. Pourquoi? Parce que y a dans le canon d'un fusil des rayures qui impriment à la balle un mouvement de vrille, de manière à ce qu'elle reste plus en ligne, d'une part, et qu'elle fasse plus de dégâts. C'est la loi du genre. Hein. Bon, plus de dégâts dans le corps de celui qu'elle touche. Et ce qui fait qu'effectivement, ça fait un petit trou à l'entrée, un gros à la sortie. Et ça, c'est caractéristique. Vous voyez? Alors, il y a beaucoup d'autres marques, des marques de gens qui ont été égorgés, etc. etc. Stevenson a étudié plus de 2500 cas.
et publié. Il n'a pas publié 2500, mais il en a publié beaucoup dans trois livres. Alors, autre personnage dont on a parlé légèrement tout à l'heure, qui vient au SRI, soumet le trouble d'une certaine manière. Alors, je vous lis juste ce petit passage. Il s'agit de Yuri Geller. Ah, Geller, oui. Yuri Geller se trouve au volant d'une voiture, traversant une partie résidentielle près de Menlo Park. Il porte un bandeau sur les yeux. Un astronaute d'Apollo 14, Edgar Mitchell, qui a marché sur la Lune à peine 2 ans plus tôt, occupe le siège du passager. Ce n'est pas un rêve, c'est réel. Et Al Puthoff est là, assis à l'arrière, se recroquevillant dans l'attente d'un accident. Et pendant ce temps, Geller navigue, théoriquement guidé par PES, et il décrit toute la scène pour permettre au présent de savoir que, en dépit de sa cécité, il a le contrôle des choses. « Cette voiture qui vient de nous dépasser est rouge. Ok, Yuri. Panneau stop. Yuri, ça suffit maintenant. Il y a une belle maison là. Vous avez fait vos preuves, Yuri. Une autre voiture, une grosse, blanche. Ok, c'est bon, Yuri, maintenant. » Un personnage, quand même, qui n'hésite pas à se mettre en danger, à rire de lui-même et à rire des situations dans lesquelles il plonge ceux qui l'entourent. Oui. Alors, Uri Geller... Qui est-il ? Je ne suis pas à l'aise avec cette question-là. Uri Geller est quelqu'un qui a une image un peu trouble, qu'il a troublé lui-même, en donnant des spectacles de prestidigitation, de magie, comme ça. Et on ne sait plus trop ce qui est du ressort de la prestidigitation et de la psychokinèse avec lui. Donc, j'avoue que je suis dubitatif sur Geller. Je ne sais pas. Alors, il a été testé scientifiquement, différents endroits, au King College de Londres, par exemple, par un scientifique dont j'ai oublié le nom. Mais par ailleurs, il a fait tellement de spectacles qu'on... Je ne sais pas. Je crois que si on veut parler d'un cas sûr, c'est pas de Geller dont il faudrait parler. Et pourtant, avec lui, s'est créé différents phénomènes bien particuliers, puisque des personnes au sein de, je sais plus si c'est le SRI ou Formid, qui ont voulu tester avec lui ces fameux tordages de cuillères, oui, et notamment le général Thompson, Stubblebine, qui se trouvait aussi présent, qui aimait à faire ses soirées à tordre des cuillères. Et ce qui est intéressant avec Uri Geller, c'est que ils se sont mis à plusieurs pour essayer de le confronter d'une certaine manière à des expériences pour valider ou pas ses capacités, et ils se sont retrouvés avec des manifestations bizarres autour d'eux. Je ne sais pas si vous vous en souvenez dans le livre, où ils se sont retrouvés avec des objets qui disparaissaient, des poltergeists, au point que certains avaient très peur et qui ont demandé à Yuri d'arrêter. On arrêtait là les expériences. Oui, alors, effectivement, il est clair que Geller a des capacités, hein, je ne dis pas le contraire. Je dis que si on veut avoir une attitude rationnelle et stricte, Geller n'est pas le bon exemple. Moi, je suis incapable de dire s'il est véritablement capable de faire ça. Parce que il y a des... Comment dire ? Il y a des trucages qui permettent de faire ça. De conduire avec un bandeau. Voilà. Alors ça dépend comment est le bandeau. Mais si vous tirez le bandeau, s'il est fait de telle manière qu'il y ait juste la possibilité, en le tirant, d'avoir la trame. Voilà, entre la trame du tissu, d'avoir la possibilité de voir, de l'extérieur on ne le voit pas. Donc on peut fort bien truquer ça. Donc je suis mal à l'aise avec ça. Alors ça nous amène à autre chose. En effet, le poltergeist, qu'est-ce que c'est ? Nous sommes, et là c'est un des grands manques de je dirais presque de l'ensemble des remote viewers, et de leur démarche à occulter pratiquement complètement une dimension fondamentale qui est celle des esprits qui nous entourent. Pour eux, presque à aucun moment il en est question. Plus vers Sauf la fin, Morales. oui, et plus vers la fin, finalement au début des années 90, début de la guerre avec l'Iran, l'Irak, la première guerre du Golfe, il y avait ces éléments où, alors il faudrait que je retrouve... Oui, ils ont recruté des gens qui n'étaient plus des militaires.
Notamment des channels par la C'est ça, suite. voilà. Alors, faudrait Et que je ceux-là, retrouve- en effet, étaient familiarisés avec cette idée d'esprit qui sont autour. Angela Mais Della Fiora, ouais, qui utilisait les entités pour de l'écriture automatique, Ouais, pour ouais. obtenir des informations. ouais. Mais là, ça déplaisait fortement à la hiérarchie. Autant la hiérarchie pouvait vaguement admettre qu'avec des techniques, l'aspect technique d'Ingo Swann les rassurait. Ça Parce qu'il y faisait avait technique. voilà, il y avait un protocole très Voilà, strict et rigoureux. exactement. Donc ils se sentaient en pays de connaissance. Mais avec les médiums qui, eux, collaboraient avec des esprits, alors là, pour eux, on était vraiment ramené à quelque chose de diabolique, hein, satanique. Et ils ont tort parce que nous sommes effectivement... D'ailleurs, je vais vous citer, je l'ai repris là, et je l'ai marqué. Et je vais vous citer aussi ça. Voilà. On parle de quelqu'un de Richard Kenneth à la CIA. C'est la page 340. Donc en 82 ou 83, Richard Kenneth à la CIA fut consulté par l'armée à propos des relations de cette dernière avec l'Institut Monroe. Ah, on parlera de l'Institut Monroe, passionnant. Kenneth conseilla la non-application. Et l'une des raisons du refus de Kenneth, non évoquée dans la note qu'il fit à l'armée, était qu'il avait lui-même vécu une OBE, Out of Body Experience, une sortie hors du corps. Bon, j'ai vécu moi-même des sorties hors du corps, donc je sais ce que c'est. Il s'était senti se séparer de son corps endormi comme un crabe s'estirpant de sa vieille coquille. Se retrouvant libre, il avait traversé la pièce. Seulement maintenant, il y avait d'autres entités dans la pièce. C'étaient des monstres, des sortes de gobelins, de méchants lutins, se dandinaient et le fixaient jusque sous son nez. Jésus. Jésus, point d'exclamation. Kenneth revint vers son lit, essaya de retourner dans son corps. Il n'était pas sûr de pouvoir le faire. Bon, ça, je peux vous dire qu'on y retourne immédiatement. Alors, c'est pas ça la difficulté. C'est la difficulté, c'est pas y retourner. Bon, le Kenneth parvint donc à réintégrer son corps, évidemment, mais il devait recommander à tous ceux qui l'interrogeaient d'éviter comme la peste les expériences d'OBE. Voilà. Et mais il y a là une méconnaissance de sa part complète. Alors, éviter de sortir pour voir ces esprits. Mais ces esprits, qu'on les voit ou qu'on les voit pas, ils sont là. Il fait simplement que les découvrir. Alors, à mon sens, il vaut mieux savoir les choses que les ignorer. Et lui semble dire, en quelque sorte, il vaut mieux les ignorer que les connaître. Donc je trouve ça assez curieux. Alors, voilà un témoignage de Gauvin, donc, qui était un des remote viewers. Ouais. Le principal problème est, vais-je me faire envahir par de mauvais esprits? Peut-être, mais je peux me protéger. Certains autres appellent ça s'envelopper de lumière blanche, Ouais. et ainsi de suite. Tout à fait. Tout ça, ce sont de bonnes intentions. Et si j'ai de bonnes intentions, je ne me soucie pas que vous, un séduisant mauvais esprit, soyez une prostituée sur la 14e rue. Je ne veux rien avoir à faire ici. Vous n'avez pas une chance, quel que soit le prix. C'est tout simplement parce que je ne le veux pas. Je pense que c'est ce qu'il faut faire dans cette branche. Tout à fait. J'ai vu des intrusions temporaires, mais vous savez, rien ni personne ne peut être affecté si celui-ci ne le veut pas. C'est un principe général, ça n'a jamais été un gros problème. Oui, qu'il ne veut pas, je dirais, c'est ce qu'il disait en début de phrase, c'est il faut qu'il soit sur un haut niveau de conscience. Ce Kenneth là de la CIA, ça prouve simplement qu'il était lui-même sur un très très bas niveau de conscience. On dirait c'est pas étonnant de la part des gens de la CIA. Bon, mais bon, en tout cas, lui, je ne sais pas s'ils sont tous comme ça, mais en tout cas, lui, il était sur un bas niveau. Et c'est la preuve, la démonstration. Dans l'au-delà, nous sommes en quelque sorte placés sur le niveau de conscience qui nous correspond, grosso modo. Et quelqu'un qui est à très haut niveau ne va pas rencontrer le bas astral. Celui qui est à bas niveau va rencontrer le bas astral.
En tout cas, lors de ces sorties de corps, ces OBE, il y a la possibilité de se protéger. C'est quand même assez incroyable qu'un agent de ces services secrets parle d'utiliser la lumière blanche pour se protéger. Oui, alors, il faut dire, on vient de parler de l'Institut Monroe. Alors, l'Institut Monroe, il est incontournable dans toute cette histoire. Alors, qui était Monroe? Monroe, c'était un Un ingénieur du son pour oui, les films, c'est ça, un agent notamment. du son, quelqu'un comme ça, et qui, dans les années 50, a commencé à sortir de son corps spontanément. Et j'ai moi-même vécu ce qu'il a vécu. Je vous raconte ce que j'ai vécu, mais c'est la même chose en mieux. Hein. Lui, mieux que moi. Bon. Et un jour, c'était un soir, très tard, j'avais assisté ou participé à une conférence, et il devait être 11 heures ou minuit, peu importe, et je me couche, et je ressens des vibrations dans tout le corps, mais une vibration très 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 intense comme ça. Et je laisse faire, hein, et je sors, je me trouve sorti du corps. Je sors, et puis je vais dans la cour, dans un immeuble, je traverse le mur, la fenêtre, enfin, bon, peu importe, je me vois même pas la traverser d'ailleurs. Et je me trouve, voilà, dans la courette, voilà. Et stupidement d'ailleurs, je monte après de la descente d'eau pluviale, ce qui n'est pas très malin. Et puis j'arrive tout en haut, sous les toits, je vois des entités dans un logement. Enfin voilà, c'est ma première sortie. Et après j'en ai fait quelques autres, et parfois il m'est arrivé de me retrouver à moitié sorti. Et essayant de sortir la deuxième moitié, retomber ça signifierait un mouvement brusque, mais non, glissant en quelque sorte à nouveau dans le corps. Enfin, notre Monroe fait la même chose, il se trouve un jour sorti comme ça, et puis il va pratiquer ça régulièrement. Alors lui, il sortait, mais il n'allait pas très loin. Hein. Enfin, je n'allais pas très loin. Je veux dire qu'il n'allait pas très haut. Euh, Parmi les gens qui parlent de des sorties astrales, vous avez des gens que vous connaissez, enfin, au moins de nom, qui s'appellent Anne Givaudan et Daniel Meroy. Enfin, beaucoup de nos auditeurs les connaissent. Moi, je les ai rencontrés la première fois il y a 25 ans. J'ai revu régulièrement Anne, plus Daniel puisqu'il est au Québec. Eux, quand ils sortent, ils ont des contacts à très haut niveau. Notre Monroe, lui, donne un exemple. Des premières fois où il sort, c'est dans sa maison et il passe, traverse quelques cloisons et se retrouve dans la chambre d'amis où ils ont une amie de son épouse qui est là. Et cette amie est elle-même décorporée. Nous nous décorporons tous toutes les nuits, hein, enfin pendant toutes nos phases de sommeil. Nous décorporons dès lors que ça intervient à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure après l'endormissement, alors qu'on atteint un état d'activité électrique cérébrale très, très, très faible, c'est-à-dire autour de 1 cycle seconde à peu près. Ça dure à peu près une demi-heure, puis ensuite ça remonte et il y a une alternance. Ensuite nous passons dans une autre forme de rêve qu'on appelle REM, Rapid Eye Movement, qui est caractérisée par une activité du corps. Pas seulement les paupières, mais les animaux aussi le font. Hein. On a tous vu déjà un chien ou un chat faire dormir et puis bouger en dormant. Il est en train de rêver. Hein. Voilà. Il est dans son rapid eye movement à lui. Donc, il se trouve en face de cette femme hein, qui est sortie de son corps. Et il lui propose de faire l'amour. Comme ça, spontanément. Alors, ils peuvent faire l'amour, oui, mais alors, évidemment, comme ils n'ont pas le corps physique, ils font ça autrement. C'est un simple contact comme ça, très bref. Donc, et elle lui dit non parce qu'elle a une vie sexuelle agitée ces derniers temps. Ben voilà. Alors donc il rentre dans son corps et puis il a pris l'habitude de noter l'heure à laquelle il sort, l'heure à laquelle il rentre, et puis parce qu'il a une montre sur une petite pendule sur sa table de chevet, et dès qu'il rentre, il note tout. Et puis il demande à sa femme au réveil, tiens, demande à ton ami, pour vérifier, demande à ton ami si elle a eu une vie sexuelle agitée ces derniers jours. Pour vérifier,
si vraiment il l'a vu et si c'est vrai ce qu'elle lui a dit. Et elle vérifie, et c'est donc vrai. Donc il procède comme ça. Et puis il raconte des choses qui sont, bon, pas d'un immense intérêt scientifique, mais comme le bonhomme avait de la rigueur. Vous avez lu son bouquin, hein, peut-être? Non. Alors, il avait de la rigueur d'un technicien ou d'un ingénieur. Et par exemple, un jour, il va voir un de ses copains, et il part en planant comme ça, euh, en direction de la maison de son ami. Et puis à un moment, son périple s'interrompt brusquement, il est ramené dans son corps. Je peux vous dire qu'on est ramené dans le corps facilement, hein. L'autre qui dit qu'il a peur de ne pas rentrer, alors il n'a pas à s'inquiéter de ça, hein. Et donc, ramené dans son corps, il se dit, pourquoi est-ce que ça s'est interrompu? Et comme il connaît l'endroit, forcément c'est à côté de chez lui, il se dit, je vais prendre la voiture, puis je vais aller voir ce qu'il y a à cet endroit-là. Et il raconte qu'il arrive sur place, et il lève les yeux, et il voit des lignes à haute tension. Et il dit, ah, voilà, c'est ça, j'ai dû approcher trop des lignes à haute tension. Et puis après, il fait une expérience dans une cage de Faraday. Alors, vous savez ce que c'est qu'une cage de Faraday? C'est une enceinte métallique qui va empêcher, qui va être branchée à la Terre et qui va empêcher tout échange électromagnétique entre ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur. Alors, on dit que dans les ambassades, la seule pièce qui soit vraiment sûre, c'est une cage de Faraday, parce que les micros les plus perfectionnés ne peuvent pas parvenir à capter ce qui s'y dit. Donc notre Monroe s'installe dans la cage de Faraday, il se couche et puis il s'endort et sort de son corps. Et une fois qu'il est sorti, il essaye de sortir de la cage de Faraday. Alors, il s'aperçoit que c'est pas la paroi métallique qui l'empêche de sortir, mais il y a une espèce de résistance élastique qui l'empêche absolument de sortir. Voilà. Et il dit, bien voilà, je me souviens de sa conclusion, il dit, j'ai inventé un piège à fantômes. Voilà. Et donc le fantôme est de nature électromagnétique. Voilà pour le père Monroe. Alors Monroe, donc, il a écrit plusieurs livres, hein, il a raconté ça, il y a des quantités de choses à raconter sur lui. Et il a créé, dans les années 70, je crois, il a créé un petit centre qui peu à peu est devenu ce qui s'appelle l'Institut Monroe. L'Institut Monroe, qui est en Virginie, dans les Blue Ridge Mountains. Et donc, ils ont un site très intéressant, pour ceux que ça intéresse, qu'ils aillent voir, c'est très très bien. Et il propose, d'ailleurs depuis des dizaines d'années, il propose à des gens de venir faire des stages de formation à la sortie hors du corps. Alors je connais plusieurs personnes qui sont allées voir. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui fait des émissions ici, qui est Jérôme Bourgine. Oui, c'est un moment qu'on ne l'a pas eu, Jérôme, mais oui, effectivement. Jérôme m'a raconté qu'il était allé avec sa femme à l'Institut Monroe.